heureusement que cette tradition se perpétue avec comme finalement un nouvel objectif, c'est celui d'atteindre 1 milliard d'arbres d'ici 2025. Quelques années. Voilà. Et pour le faire, il faut commencer par des millions. Chaque année, cette année, 21 millions d'arbres qui sont prévus être plantés. Sont prévus pour être plantés pendant toute l'année. D'accord. Et vous l'avez dit, la chef du gouvernement a lancé le temps. Vous avez vu la présidente de l'Assemblée nationale, les différents ministres, les directeurs généraux, les députés chez eux. Voilà, les maires aussi. Et donc, ça a été fait. Et ce qu'on n'a pas beaucoup médiatisé, il y a aussi des associations de protection de l'environnement aussi qui l'ont fait. Et ce qu'on n'a pas beaucoup médiatisé, c'est toi et moi et les autres Togolais qui l'ont fait ou qui ne l'ont pas fait, qui le feront ou qui le font déjà. Vous savez, les gens le font peut-être sur le terrain qu'ils viennent d'acheter, les gens le font à la maison chez eux, sans pour autant être médiatisés, espérant qu'ils se mettent un peu dans cette dynamique-là et atteindre 1 milliard d'arbres. Comme prévu par le gouvernement. Firmin, on dirait que, comme l'a relevé un journal, c'était plus l'affaire de l'exécutif et des institutions que celle des populations que vous et moi sommes. Combien d'arbres as-tu déjà planté Moi, je n'ai pas planté le premier, jamais. Le jour à venir, je vais en planter. Tu vas en planter. Je ne sais pas si il s'agit de la télépathie, mais c'est quand vous présentiez la revue de presse, c'est ce constat qui vous venait en tête. Qui a attiré mon attention. J'ai l'impression que c'est seules les autorités qui maîtrisent un peu l'ampleur de l'environnement et que les populations sont tellement désintéressées et tout ça ne leur dit rien. C'est grave. Je ne sais pas si vous lisez certains rapports des Nations Unies, un rapport des Nations Unies qui a été publié en 2007, qui dit en réalité que l'origine de la plupart des conflits en Afrique est liée à l'environnement. Et si vous voyez un peu par exemple ce qui se passe au Darfour depuis plus de 70 ans, 80 ans déjà, il y a un petit souci entre deux communautés. Il y a les paysans sédentaires et aussi les nomades. Il y a les paysans qui s'occupent de la terre, qui font le champ, et les Arabes nomades qui ont des animaux qui dévastent. Et cela a commencé depuis les années 50 et maintenant ça s'est progressivement enrichi en termes de conflits. Il y a toujours des conflits sanglants et la plupart quittent souvent Darfour et deviennent des réfugiés climatiques dans les pays voisins. Et le gouvernement aussi ne prend pas au sérieux le problème pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Et ce sont certaines de ces populations qui quittent pour aller en Europe. Quand on voit un peu même la liste des immigrés qui sont aux portes de l'Allemagne, aux portes de l'Espagne. L'histoire risque d'être trop longue. Nous allons nous pondérer sur ce que le Togo, comment le Togo vit cette journée. C'est ça en fait, je veux en venir là. C'est-à-dire les gens quittent, la plupart de ces réfugiés-là sont des réfugiés climatiques. C'est ça. Mais c'est parce qu'à l'interne, les gouvernements ne prennent pas au sérieux ou sérieusement le problème pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Alors si aujourd'hui le général Yadima a pu instaurer cette journée, moi je me dis à l'époque c'était un besoin urgent. Mais aujourd'hui, 45 ans après, on se rend compte qu'il est un visionnaire. Un grand visionnaire, parce que le problème aujourd'hui c'est beaucoup plus l'environnement. Les gens quittent le continent africain, ce n'est pas en réalité parce qu'il y a conflit, mais c'est parce que c'est l'environnement qui a provoqué le conflit, et ce conflit-là détermine des réfugiés politiques. Donc je me dis que la meilleure des choses que le gouvernement devrait faire, c'est d'animer la population à s'intéresser à la politique environnementale, pour que la population prenne ou sache le bien fondé de cette politique. Parce qu'on prend les arbres, les gens ne savent pas exactement la portée et ce que ça apporte réellement. Ce que ça apporte. Par exemple, les gens ne savent pas que quand on plante, quand il y a assez d'arbres, là, il y a assez de pluie. Et que quand il y a pas d'arbres, autant c'est le désert qui s'installe dans le pays. Et quand il y a le désert, l'agriculture ne fonctionne pas normalement, et c'est la fin, et après la communauté va s'enfoncer. Donc je voudrais qu'à l'avenir, les autorités
amène la population à comprendre le bien fondé de cette politique pour qu'elle soit véritablement associée et que quand on a une politique environnementale de bien saine et qui profite vraiment ou qui contribue vraiment au développement de notre pays. D'accord, Germain, vous l'avez même relevé dans votre journal que 21 millions de plans sont dits pour être mis en terre rien que cette année 2022, 21 millions de plans. Comment pourra-t-on réaliser ce rêve, si je peux l'appeler ainsi, ou moins cet objectif? Je pense que cet objectif sera réalisé. L'avantage, c'est que c'est un objectif qui est fixé et qui est chiffré, j'allais dire. Donc, on prend les dispositions pour atteindre. Donc, vous savez, aujourd'hui, il y a des pépinières qui se font. Nous sommes en juin, il ne reste que 6 mois. Pour finir. Oui. Et donc, après, vous verrez que la plupart des plans qui ont été mis à la disposition des structures des populations le sont par le gouvernement. Si on dit aux citoyens de planter des arbres, certains vont dire mais où est-ce qu'on va trouver ces arbres-là? Il faut déjà faire des pépinières de ces arbres. Il faut identifier les types d'arbres qu'on veut mettre en place, faire des pépinières et les mettre à la disposition de ceux qui vont les mettre en terre. Donc je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, au niveau des populations qui n'ont pas l'habitude peut-être d'avoir ces plans-là, je pense qu'il faut aussi un côté qu'on n'évoque pas souvent, ce sont les arbres fruitiers. Il faut qu'on plante les arbres fruitiers, ne serait-ce que chez nous à la maison. Des arbres qui peuvent nous donner un peu d'ombre, qui peuvent nous donner des fruits aussi, et qui peuvent nous permettre de vivre. Donc, vous verrez des maisons, il y a de l'espace, il n'y a aucun arbre. Mais nous allons acheter du citron, nous allons acheter des oranges, des mangues, alors que si on a un manguier là, chaque année on est sûr d'avoir une centaine de mangues au moins, minimum. Si on a un citronnier là où un oranger, ou même, parfois les noix de coco, on estime que c'est un peu plus complexe, mais il faut que chacun, et puis aujourd'hui aussi il y a de ces plantes médicinales aussi, qu'on recommande, comme l'artémisia par exemple. On recommande aux gens d'avoir ça dans un petit jardin et de prendre des feuilles, de les boire tout simplement en prévention, en traitement du paludisme. Donc il faut que chacun se dise que dans l'année, il doit planter. On dit quand vous avez planté un arbre, c'est que vous n'avez pas vécu inutile. Donc vous avez fait quelque chose, mais en même temps c'est dans votre intérêt. C'est vrai que le débat sur les dégâts sur l'environnement reste un débat d'intellectuels. Les gens ne comprennent pas trop quand on leur explique que c'est alarmant et que le monde va à sa perte. Mais en même temps, comprenant qu'un arbre, on peut l'utiliser. Maintenant, certains arbres sont utilisés dans le commerce, par exemple du bois. Les gens coupent les bois, mais ne renouvellent pas. Et vous verrez qu'aujourd'hui, actuellement, le gouvernement a pris des mesures aussi pour interdire un peu, limiter. Et donc dans d'autres pays, par exemple au Ghana voisin et ailleurs, c'est pas totalement limité. Les dégâts continuent. Aussi de ce côté-là, il y a eu ce sommet-là qui a eu à Accra la dernière fois, la COP, qui a réuni les pays africains. Et chaque pays s'est engagé plus ou moins à reboiser donc son territoire, et dans cette optique je pense que le Togo s'inscrit, a mis les bouchées doubles, 21 millions de plans bien chiffrés. Je crois qu'on a une idée précise de dans quel coin du pays mettre quelle quantité d'arbres, et on souhaite que la population accompagne. Adhère totalement cela. Le firmait, Germain l'a évoqué, il a fait déjà sur une de mes questions. N'y a-t-il pas lieu de s'interroger sur la nature ou la qualité des plants que nous mettons en terre, pourquoi pas sur leur origine et leur... voilà, la plupart des plants, je ne vois pas, comme il l'a relevé, on n'entend pas souvent parler du manguier, on n'entend pas parler de l'oranger, on n'entend pas parler du citronnier, du pamplemoussier, etc. Bon, c'est des plants, disons, dans notre climat qui vient. Des plants importés. Je pense que cela relève de la responsabilité du gouvernement. C'est parce que le gouvernement ne sensibilise pas
et de façon précise sur le sujet. Exactement. C'est pas parce qu'il faut planter qu'il faut planter. Donc, il faut que le gouvernement explique l'intérêt tout d'abord de planter et l'intérêt de la qualité de l'arbre à planter. C'est ça aussi, c'est important. Parce qu'on plante là, on dit allez planter, on va planter comment? On va planter comment? Donc, je pense que jamais il y a essayé de relever la chose. Il faut que le gouvernement sensibilise là-dessus. Par exemple, ce qu'il vient de dire, c'est tellement banal mais utile. Par exemple, on a tout le monde a planté chez lui, dans sa maison, un oranger. Si je plante un oranger dans ma maison, si on me dit dans le quartier que chacun arrive à planter un arbre dans sa maison, fruitier dans sa maison, je pense que ça couvre déjà le milieu et c'est déjà quelque chose d'important. Donc on peut aller comme ça. On ne rend pas le truc comme tellement institutionnel, mais qu'on ramène ça à la base, en fait. Et puis qu'on appelle la population s'intéresser. Si la population voit que c'est le gouvernement qui va planter 1 milliard d'arbres, la population se dit non, moi j'ai rien à foutre dans ça. Alors que celui qui va trouver plus dans cette affaire, dans cette aventure, c'est la population. Donc il faut amener les ménages à s'intéresser à la politique. Et surtout aujourd'hui, comme nous avons des communes, il faut associer les communes. Par exemple, dans le cadre de notre centre, nous avons un projet des normes communes modèles, communes vertes, préserver notre environnement. Nous avons des communes, nous demandons à tout le monde de planter des arbres, de planter, qu'on ne doit pas déraciner les arbres, de ne pas mettre le feu à la brousse et tout ça, mais que chacun essaie de planter. Donc il faut associer les communes, les préfectures. Aujourd'hui, comme nous avons la région aussi, bientôt en 2023, il faut que chaque localité, chaque communauté puisse s'intéresser à la situation. Très bien, le temps nous fait défaut, on ne va pas nous éterniser, nous allons tout simplement nous associer au gouvernement pour prier la population de faire sa part et de continuer par planter l'arbre. Mais comme l'a relevé c'est Gazelle Info, une chose est de planter un arbre, mais la chose la plus importante c'est quoi? Oui, c'est vrai que l'année dernière, j'allais vers le port et j'ai vu qu'au bord du lac qui a été créé, il y avait des arbres pas possibles qui avaient été plantés, mais la plupart de ces arbres n'ont pas survécu. Et je me suis dit, mais voilà toute cette peine qu'on s'est donnée. On a protégé ces arbres-là d'ailleurs contre les animaux en faisant des petites clôtures. Malheureusement, ces arbres n'ont pas eu droit à l'eau. Ils n'ont pas été attaqués par les animaux, mais ils n'ont pas été nourris. Et je pensais, je me disais, j'allais même faire un article là-dessus pour attirer l'attention des autorités de la localité, le maire et puis même le gouvernement. Et donc ça a été un peu décevant. Mais en même temps, par endroits et dans plusieurs localités, le gouvernement a pris des mesures aujourd'hui et on se fait accompagner par la NASAP dans l'entretien de ces arbres-là, parce que le constat a été fait, on plante, et puis on se donne rendez-vous l'année qui suit. Et donc, il faut aller désherber un peu autour des arbres pour leur permettre d'évoluer. Enfin, il faut les entretenir. Ce boulot n'est pas assez fait. Aujourd'hui, il y a la NASAP qui fait un travail énorme et qui est sollicité par endroits, surtout sur ces projets-là. Et il y a d'autres institutions qui se donnent aussi des moyens de suivre l'évolution de ces arbres-là. Et donc la chef du gouvernement, vous le disiez la dernière fois à Tablibo, quand elle a lancé cette campagne nationale-là, est retournée après sur les anciens sites pour vérifier si les arbres plantés l'année dernière existent et ont survécu, ont évolué comme il faut, et elle était quand même satisfaite globalement de ce qui avait été fait. Donc après, c'est pas que le rôle du gouvernement. Si moi-même je plante un arbre sur un quart de l'eau quelque part et que je disparais, il faut quand même que j'aille voir si les moutons n'ont pas dévasté si l'eau et tout ça. Donc il faut, et quand une fois l'arbre est grand, il peut se défendre. Il n'a plus besoin qu'on l'arrose. Voilà, donc l'entretien au départ est vraiment important, et je pense que le gouvernement a pris un peu les mesures et pour éviter ce qu'on pourrait appeler un gâchis de toutes ces bonnes actions qui sont posées ça et là. D'accord.
Vous l'avez dit? Non. D'accord. Là, on passe à la diplomatie. La semaine qui s'achève a été assez diplomatiquement meublée. L'exécutif était à cheval entre le Congo-Brazzaville et l'Israël. Le chef de l'État, Faure Essozimana-Singbe, était en personne chez son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, et le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, lui, était en Israël. Dans quel cadre se situent ces visites? La réponse peut-être se situe peut-être avec mes invités ici présents, mais avant de les écouter, suivons ce que certains journaux qui les ont vus et aperçus de près ou de loin ont pu dire. Visite du chef de l'État au Congo. Faure Gnassingbé et Denis Sassou Nguesso ont échangé sur des sujets d'intérêt commun. Apprend-on du journal Le Dialogue. C'était le 31 mai dernier que Faure Gnassingbé a rendu une visite à son homologue Nguesso, précise le canard indépendant, qui trouve curieuse la visite de Faure Gnassingbé au Congo, Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, en Israël pour raffermir davantage la coopération entre le Togo et l'Israël. Mentionne Ouara, les vainqueurs et chroniques de la semaine. À Jérusalem, le ministre Doucet aurait fait le point sur la coopération entre le Togo et l'Israël. Comme le relève le changement. Togo Presse a fait part des entretiens en tête-à-tête entre Faure et Nguesso sur des sujets d'intérêt commun d'ordre bilatéral et continental, notamment la sécurité. Germain, votre journal que nous n'avons pas pu avoir en papier, nous l'avons quand même en version numérique. Vous vous êtes intéressé beaucoup à ces deux voyages. L'un du chef de l'État, Faure Essozimana-Singbe, qui était chez son homologue congolais, Sassou Nguesso, et l'autre du ministre des Affaires étrangères, et chez le premier en Israël. Hein? Sur Yair Lapid. Voilà. Alors, les gens se demandent qu'est-ce qui fait courir l'exécutif? Il faut courir, et quand on ne court pas, on dit mais pourquoi l'exécutif dort? Donc, il faut qu'il court, et particulièrement au ministère des Affaires étrangères. Il faut dire que c'est une autre machine qui est mise en branle depuis l'arrivée du professeur Robert Doucet. Il n'y a pas de mois qui passe sans qu'il y ait une actualité vibrante au sein de ce ministère-là. Et donc, c'est clair qu'à sa nomination, elle a reçu des consignes fermes du chef de l'État, c'est de mettre la diplomatie togolaise au service du développement. Et donc, ça fait beaucoup. Avant, on s'occupait que de diplomatie. Maintenant, il faut aller vendre le Togo, il faut aller chercher des opportunités pour le Togo. Et donc, on comprend qu'on a une diplomatie beaucoup plus active. Donc, Israël et le Togo, c'est une vieille histoire. Vous savez qu'il y a quelques années, il y a 5 ans, le Togo devait abriter le premier sommet Israël-Afrique, qui a été finalement annulé. Et Israël et le Togo, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 60 ans, il y a 60 ans, dès le lendemain des indépendances, donc de notre pays. Et puis Israël est présent sur le plan économique. Ici au Togo, nous avons des investisseurs israéliens, nous avons une coopération économique assez dynamique où plusieurs Togolais sont formés en Israël, notamment dans le domaine agricole. Nous avons aussi sur le plan sécuritaire de bonnes relations avec ce pays qui est l'un des plus organisés en matière de sécurité au monde.
Et donc le Togo aussi bénéficie de cela, et donc il fallait retourner sur cette longue histoire de coopération entre les deux pays et réadapter les choses. Il faut faire une mise à jour, c'est ce que nous avons dit dans notre parution, ce qui explique donc la présence du professeur Robert Doucet auprès de Yair Lapid, qui est le ministre des Affaires étrangères d'Israël. Voilà. Je pense à ce jour qui a été bien rempli. Quelques annonces ont été faites, mais on attend donc sur le terrain comment tout cela va s'actualiser dans l'intérêt justement des deux pays. Aujourd'hui, le Togo, c'est le PND, c'est la feuille de route gouvernementale donc, qui avait porté le Togo vers plus de prospérité en créant des emplois, en créant de la richesse. C'est l'industrialisation aussi, c'est le numérique, c'est l'agriculture, c'est plusieurs domaines donc, dans lesquels le Togo veut évoluer de façon assez magistrale, et donc cette coopération-là ne peut qu'apporter un plus à notre pays. D'accord. Filmer, votre réponse, votre réaction me plaît là-dessus. Je vous ramène la même question. Fort chez Nguesso, puis l'autre, le ministre des Affaires étrangères en Israël. Qu'est-ce qui fait courir l'exécutif? La même question, mais pas forcément la même réponse. Non, je pense que ce qui fait courir l'exécutif, peut-être c'est l'économie, c'est la sécurité et c'est les renseignements. Les renseignements, c'est surtout les renseignements. Quand on va chez Nguesso, probablement ils vont parler du terrorisme, ou le terrorisme qui secoue un peu le continent africain, et aussi par rapport à ce que nous avons connu tout dernièrement au nord du Togo, en novembre et le mois passé. Sassou Nguesso, c'est une vieux de la vieille, c'est un pilier de la région africaine, je peux le dire ici. Donc il a certains conseils aussi à donner à son petit frère Fronassemble. Donc quand ils vont se voir, c'est pour parler du terrorisme, de la sécurité, de tout ce qu'il faut, des moyens dont on aura normalement besoin pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et quand peut-être il va voir, quand Robert Doucet sera en Israël, aussi pour parler de la sécurité des renseignements. Vous savez que l'Israël a un des meilleurs renseignements au monde. Et aujourd'hui, ce qui fait gagner la guerre du terrorisme, c'est quoi? C'est les renseignements. Parce que quand vous avez le meilleur renseignement, les renseignements les plus sophistiqués, vous pourrez facilement déjouer les attaques. Si la France arrive régulièrement à déjouer les attaques terroristes, c'est parce qu'elle a un des meilleurs renseignements. C'est parce qu'elle a toutes les informations. Donc ici, si on veut gagner cette bataille-là, il faut que nous ayons les renseignements, il faut que nous ayons... nous allions à leur école. À leur école, pour que nous sachions là où le lieu de provenance de lycée, que je de bandits, des gens qui n'ont aucune dignité ou qui ne ressentent aucune dignité pour la vie humaine. Donc globalement, le président de la République a besoin d'informations, a besoin de conseils et d'alliances, du renforcement des anciennes alliances pour pouvoir avoir les meilleurs renseignements pour lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, l'économie, parce que la vie est chère, la vie est très chère, aujourd'hui, que ce soit en Europe, en Occident, partout dans le monde. Il faut peut-être aller chercher d'autres partenaires, d'autres investisseurs. J'avais pu leur parler du PND, tout ça. Aujourd'hui, on a besoin d'investisseurs pour venir investir dans le pays, pour que les chômeurs puissent trouver à faire et qu'on ait un peu de liquidité dans nos mains et que la consommation puisse être aussi importante. Donc, je pense que c'est pour cela que le président de la République doit courir. Il doit courir pour renforcer son économie, il doit courir pour renforcer ses renseignements, il doit courir pour renforcer sa sécurité. Vous avez une indiscrétion ou du moins une confidence par rapport au sujet qui aurait été abordé explicitement par le chef de l'État et son homologue. Oui, mais vous savez, c'est des informations qui ne filtrent pas souvent, parce que mais quand le président se déplace, c'est que c'est important, et surtout que l'Afrique aujourd'hui, globalement aujourd'hui, a comme problème sérieux l'insécurité, qui fait que les préoccupations liées au développement qui devaient être les nôtres aujourd'hui ont tendance à évoluer de pair, ou même parfois dans certains pays, et dans le Sahel a été relégué au second plan.
au profit de la sécurité. Donc la sécurité pompe de l'énergie à nos États, à nos chefs d'État, à nos gouvernements.